Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va s'intéresser maintenant aux élections législatives. On est à quelques encablures désormais du vote, les 12 et 19 juin prochains. Éric Zemmour sera finalement candidat dans le Var, dans la 4e circonscription. Une réunion est organisée ce soir à Cogolin, où se trouve notre envoyé spécial Gauthier Lebret avec Stéphanie Ruquier. Bonsoir à tous les deux. Le candidat Éric Zemmour doit prendre la parole d'ici quelques instants, Gauthier ? Oui, il a une petite demi-heure de retard, Laurence. On vous avait prévenu qu'il prendra la parole aux alentours de 18h. Il est donc 18h30, une petite demi-heure de retard. On ne sait pas précisément à quelle heure il va arriver, mais ses soutiens sont déjà là. Plusieurs dizaines de personnes qui entourent la scène où Éric Zemmour va prendre la parole sur cette plage des Marines. Ça ne s'invente pas, plage des Marines. Marine Le Pen qui est justement arrivée en tête dans cette circonscription au premier tour avec plus de 30%. Éric Zemmour lui a fait le double de son score national, à peu près 15%. Et puis il y a cette ville de Saint-Tropez qui est très symbolique où Éric Zemmour a fait 22%, l'un de ses meilleurs scores à l'échelle nationale. C'est aussi pour cette raison qu'Éric Zemmour a décidé d'être parachuté ici. C'était devenu très compliqué pour lui de ne pas se lancer dans la bataille des législatives. Samedi dernier, en marge d'une journée de formation avec les candidats Reconquête, certains râlaient de ne pas voir les cadres du parti justement se lancer dans cette bataille des législatives. On sait que Gilbert Collard n'y va pas, que Marion Maréchal n'y va pas. On ne sait toujours pas si Guillaume Pelletier, député sortant du Loir-et-Cher, va se représenter dans cette circonscription. Mais Éric Zemmour, lui, a donc décidé de franchir le pas. On l'attend donc dans les toutes prochaines minutes. Et demain, il sera sur un marché au contact de la population. Ses équipes nous expliquent qu'il va rester dans sa circonscription, dans cette circonscription où il se déclare donc candidat aujourd'hui et fera quelques allers-retours vers la capitale. Merci beaucoup Gauthier Lebret. Sur place avec Stéphanie Rouquier, Tatiana Renard-Barzac. C'était impossible pour Éric Zemmour de ne pas être candidat. Il fallait qu'il aille mener la bataille en première ligne. C'était compliqué. C'est à la fois c'est courageux de le faire parce que rien n'indique une victoire et ça semble plutôt assez compliqué pour lui. Et d'ailleurs plusieurs plusieurs cadres n'ont pas voulu se présenter justement par peur de perdre une seconde fois parce que l'échec a quand même été cuisant lors de la première tentative lors de la présidentielle. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour lui de mener la bataille des législatives sans être lui sur le terrain et puis sans être élu parce que ça apporte évidemment une légitimité dont il va pouvoir se prévaloir le cas échéant s'il était élu, qui lui donnera une certaine force. Évidemment que rester à la tête d'un parti qui plus est en plus avec des velléités autour de lui de pouvoir, c'est-à-dire qu'on voit bien aussi ce qui est en train de se dessiner autour de lui, on voit bien que Marion Maréchal ne va pas rester en l'ombre ad vitam aeternam. On voit bien que certains ont des appétences et un appétit assez aiguisé pour 2027. Donc c'est vrai que ça semble compliqué. À la fois, il n'est pas non plus complètement kamikaze, c'est-à-dire qu'il a choisi une circonscription où il n'y a pas trop de risques pour lui. C'était soit Paris, soit le Var. Il a regardé là où il y avait plus de 20% lors de la dernière présidentielle, donc c'était pas non plus trop risqué. On a aussi beaucoup mis en avant le fait qu'il avait des racines méditerranéennes, qu'il est là-bas depuis plus de 20 ans. Bon, ça doit aussi sûrement être très agréable de faire campagne dans le Var. Mais cela dit, c'est là où il a fait ses meilleurs scores. Donc il a raison d'aller là. Et à la fois, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement autour de lui, même dans ses troupes. Beaucoup disent, en fait, il risque quand même d'y avoir un échec. Regardez, à la fois, c'est pas si grave, comme vous disiez tout à l'heure, je crois que c'était vous, Céline, qui le disiez. Jean-Marie Le Pen a pas non plus été élu pendant des années, c'était pas très grave, on a quand même existé. Et par ailleurs, ils mettent aussi beaucoup en avant leur puissance de frappe, notamment que vous avez aussi, Charles, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on voit bien combien ils sont puissants, la caisse de résonance qu'ils ont sur les réseaux sociaux, et ils considèrent que ça peut peut-être faire la différence. Après, ils vont avoir face à eux, le RN va s'évertuer à mettre face à chacun des plus importants candidats, un candidat important pour eux, parce que l'alliance a été refusée par Marine Le Pen, et pour cause, les propos ont été particulièrement durs pendant la campagne, les trahisons aussi, et donc il va avoir plusieurs candidatures face à lui qui risquent d'être compliquées à battre. Alors Jean-Sébastien Ferjou, puis après vous aurez toute sa parole sur cette candidature d'Éric Zemmour. Oui, je crois qu'il y a une habileté dans le choix de la circonscription qui a été mûrement réfléchie. C'est-à-dire que c'est pas la circonscription où Éric Zemmour a fait le meilleur score à la présidentielle. En revanche, c'est une circonscription où lui qui a dû faire 14%, 14,7. Voilà, 14,7. Et Marine Le Pen qui a fait un score bien supérieur. 32,2. Exactement au sien. Quand vous additionnez les deux,
ça peut alimenter le théorème, enfin en tout cas l'argumentaire déployé par les équipes de Reconquête qui disent regardez, c'est le RN qui précipite la défaite puisque l'addition pourrait marcher. Sauf que c'est une des rares circonscriptions françaises où effectivement c'est le cas. Donc c'est pour ça que c'est assez habile parce que ça permet de défendre cette idée-là. Même s'il perd, il pourra dire regardez, vous voyez bien que c'est parce que Marine Le Pen n'a pas voulu que nous nous engagions ensemble que j'ai perdu cette élection, mais c'est à peu près la seule circonscription. Il y en a peu, à vrai dire, en France, où c'est le cas, parce que sociologiquement, ce sont des électorats qui sont très différents, et c'est vrai que cette élection sera très difficile, vraisemblablement, pour Reconquête, mais il lui était difficile aussi pour le parti. Il faut rappeler quand même qu'il y a plus de 180 000 personnes donc, qui ont rejoint ce parti-là. Il a besoin d'exister. 120 000, pardon. Il a besoin d'exister, et dans la mesure où les grandes figures qui l'ont rejoint, comme Marion Maréchal, comme Jérôme Rivière, bref, un certain nombre de noms qu'on a vu se rallier pendant la campagne, ne sont pas candidats, ou semble-t-il, Guillaume Pelletier, qui est le seul candidat, député sortant, qui avait été élu sous l'étiquette LR, n'est pas sûr de se représenter, parce que ça se présente plutôt mal pour lui dans le Loir-et-Cher. Il fallait bien peut-être que quelqu'un y aille quand même, et ne serait-ce que pour être présent sur les plateaux de télévision. Charles Consigny. Écoutez, moi je trouve que l'aventure Zemmour en politique a ressemblé surtout à une espèce de mauvaise farce. Je trouvais que... 7%, écoutez, moi je n'oserais pas vous rappeler le score de votre candidate. Oui, mais je ne sais pas comment vous dire. Nous, il y avait malgré ce qui s'est passé, une démarche sérieuse, des propositions sérieuses, vérifiées, chiffrées. Il n'y avait pas d'obsession mortifère comme il y a, je trouve, chez Éric Zemmour, qui est quand même complètement obsédé par l'immigration d'une manière... Un sujet qui a été totalement absent non plus des discours des LR. Oui, mais pas avec le même niveau. Si vous voulez, je trouvais qu'il y avait presque un côté pathologique chez Zemmour. Et donc, j'ai eu le sentiment aussi que les gens qui l'ont rejoint partageaient en fait cette obsession malsaine et folle un peu, et que donc ça faisait une espèce de rassemblement de gens qui je sais pas comment dire, qui ont besoin de prendre des vacances. Donc là, ça aurait peut-être été l'occasion pour eux de le faire. Après, voilà. Moi, je crois franchement que Éric Zemmour nous a fait vivre une espèce de bégaiement un peu triste de l'histoire. J'ai détesté toute sa phase sur Pétain qui aurait protégé les Juifs en 40. Enfin, ce genre. Relaxé aujourd'hui par la justice. Alors, il a été considéré que ça relevait pas du pénal. Très bien, c'est aussi la liberté d'expression. Et puis, je connais pas le détail de la décision de justice, mais c'était quand même sordide et nous faire vivre collectivement pendant plusieurs mois les obsessions de cet homme moi je trouvais ça assez navrant, franchement. Donc très bien qu'il fasse une carrière politique. Il est chacun a le droit de se présenter, il est évidemment. tout à fait libre de le faire et il a d'autres qualités, si vous voulez. S'il était moins obsédé, il aurait d'autres qualités. Il est articulé, il est cultivé, il s'intéresse à des choses, mais je trouve que tout ça est teinté d'une certaine noirceur et il y a un côté obscur de la force chez Zemmour qui, moi, m'angoisse un peu. Céline Pina. Sur cette candidature d'Éric Zemmour. En début de campagne, il a amené quelque chose. Il a amené peut-être des sujets que les autres politiques mettaient sous le tapis et dont les Français avaient envie d'entendre parler. Et peut-être une dimension, un rapport à l'histoire qu'on pouvait critiquer vraiment sur le fond, mais au moins y en avait-il un. Et peut-être un rapport aussi à la civilisation qui a complètement déserté le discours politique. Et ça lui a permis en fait de faire irruption dans cette campagne, voire de l'animer pendant quelque temps, à un moment où tout le monde était en retrait, où le président en tout cas était occupé à d'autres affaires extrêmement sérieuses et n'était pas encore dans les logiques de campagne. Donc il a eu le mérite de faire vivre cette campagne, de faire vivre certains sujets, mais aujourd'hui il se heurte à la réalité qui est que quand on veut créer un parti et quand on veut exister, il faut aussi être incarné territorialement. Et cette incarnation territoriale, quand on voit que le Rassemblement national, depuis des années et des dizaines d'années qu'il s'y essaie, n'y arrive toujours pas, faute peut-être d'investir, parce que le grand danger est qu'on peut toujours se mettre à exister tous les 5 ans en
en criant au loup sur des périodes électorales particulières. Si on n'arrive pas à en faire un levier et à s'inscrire sur les territoires, sincèrement, on ne bouge pas les lignes. Et donc la question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il veut jouir de lui-même? Auquel cas, il peut s'amuser à ce genre de choses. Est-ce qu'il veut construire un véritable parti? Auquel cas, ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est sans doute pas en commençant par des échecs électoraux au moment des législatives que la construction sera simple. 18h45 sur Europe 1 et sur CNews, le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.